Et bienvenue à Switch québécoise. Aujourd'hui, belle discussion avec Elena Bouzy qui a écrit un livre, Le racisme et toi, qui est vraiment pour les jeunes afin de les conscientiser, de les sensibiliser à tout ce qui est discrimination, racisme systémique et microagression. Donc, reste avec nous. Et bienvenue, Elena. Merci. Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Merci d'être à l'entour de la table de Switch québécoise avec moi. Je suis vraiment contente, très reconnaissante que tu prennes le temps de venir ici puis de discuter de sujets très, très, très importants puis très d'actualité avec moi aujourd'hui. Oui, ben merci de m'avoir invitée. Vraiment, là, je suis super contente d'être là. Elena, je brise la glace normalement en disant « Es-tu québécoise? » Mais je veux pas briser la glace comme ça. Je veux d'abord parler de ton livre. Je vais poser la question. Tu as écrit le livre « Le racisme et toi », livre destiné aux jeunes. J'ai envie de te dire comment s'est passé le processus pour toi? Ça s'est vraiment bien passé. On dirait que c'était même un livre de cœur, que ça s'écrivait un peu tout seul. Puis je m'informais, puis j'ai été vraiment bien soutenue par ma maison d'édition Midi 30, là, l'éditrice Jacinthe. Elle m'aidait vraiment beaucoup en sachant que c'était mon premier livre et tout ça. Fait que j'avais vraiment un beau support là-dessus sur l'écriture. Puis vraiment, là, c'était le soir, quand mes garçons étaient couchés, que j'écrivais. Puis ça venait, puis des fois, quand j'avais pas d'idées, ben j'allais courir, puis là, j'avais des idées qui popaient, je faisais mes recherches. Fait que ça a été vraiment super naturel, parce que c'est ça, c'est vraiment un livre de cœur. Fait que ça s'est écrit quand même facilement, puis le processus s'est bien passé, ouais. Wow! Ben, je tiens à te féliciter parce que le livre, moi, j'ai lu, j'ai pris le temps, puis tellement bien construit. C'est un livre qui se veut... Ben, je vais te laisser te présenter parce que tu es la meilleure personne pour le présenter. Vas-y. Elena Bouzy, je suis psychoéducatrice et maintenant autrice, c'est ça, de ce livre-là. Et oui, c'est un livre justement qui est un psychoguide, hein? Donc c'est très concret, c'est un outil concret avec des mises en situation, des quiz à la fin de chaque section, des vrais ou faux, des choses comme ça, qui vulgarisent ce qu'est le racisme, mais aussi qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on peut dire, puis plein de choses comme ça. Mais bravo, encore une fois, comme je dis, vraiment très bien écrit. Puis, on comprend super bien vulgarisé. Ça nous permet, pour de vrai, je me voyais, mon garçon me regardait lire et disait, est-ce que c'est un livre pour moi? Puis, j'ai dit, oui, je vais t'expliquer certains termes qui se retrouvent justement dans ce livre. Donc, merci d'avoir réalisé ce livre-là pour nos enfants, pour nos jeunes. Elena, es-tu québécoise? Bonne question, bonne question. Donc, je suis née au Québec. Tu sais, j'ai réfléchi un peu à la question, je savais que ça s'en venait. Je suis née à Québec. Donc, j'étais souvent la seule noire. J'ai joué au basket au niveau universitaire et j'étais la seule noire. J'ai jamais joué avec une autre coéquipière de la communauté noire. Mais je réalisais pas tant que ça que j'étais différente quand j'étais jeune. Oui, certains aspects, mes cheveux ou des choses comme ça, mais c'était pas quelque chose que je vivais en tant que différence. C'est vraiment quand je suis venue faire ma maîtrise à Montréal que là, en fait, je me faisais dire que j'étais pas une vraie noire. Donc là, c'est là que mes questionnements sont venus de, je suis québécoise, mais je suis aussi noire. Tu sais, mes parents sont haïtiens. J'ai grandi en mangeant du riz collé, de la soupe joumou. Donc, j'ai vraiment les deux cultures. Mais là, je me faisais dire, je voyais des différences. Finalement, là, tu sais, ça recommençait à un peu plus sortir je voyais des différences par rapport à mes amis de la communauté blanche. Puis ensuite, avec les personnes noires, là, c'était la même chose. On me disait que j'étais pas une vraie noire. Donc là, j'avais vraiment comme je suis entre deux, je veux être les deux. Puis, donc, je me considère comme québécoise. Souvent, quand on me pose la question, je suis québécoise d'origine haïtienne. Parce que vraiment, j'incorpore les deux. Mais ça a été vraiment un challenge. Puis après ça, j'en ai discuté avec des gens. Puis je voyais c'est tellement réduire, je trouve, la communauté noire, de me faire dire que j'étais pas une vraie noire. On est une belle diversité culturelle, puis on peut venir de partout, on peut avoir différents chemins qui nous amènent, puis je trouvais ça vraiment réducteur, un peu, quand j'entendais ça.
Puis finalement, ben, en force de rencontrer d'autres personnes qui étaient comme moi, finalement, qui avaient fait des études supérieures, qui étaient allées à l'école privée, qui avaient grandi, oui, dans des villes et des banlieues un peu plus de personne blanche, ben je réalisais, ben non, tu sais, je suis Elena, québécoise d'origine haïtienne, avec les deux parties, puis oui, je suis une vraie noire, et oui, je suis québécoise aussi. Fait que je le vois vraiment comme ça. Wow! Ben, c'est vraiment intéressant. Puis, je trouve ça bien quand tu dis, ben, j'incorpore les deux. Un n'empêche pas l'autre. Puis, je pense que c'est important de le dire. On dirait on se sent obligé de tirailler, de choisir un côté. Non, on peut porter les deux très fièrement. Puis, ça m'interpelle beaucoup parce que tu dis, quand tu es arrivé ici, on t'a un peu dit la perception des autres, ben tu n'es pas une vraie noire. Donc, on t'a même pas questionné sur ta québécitude, on t'a questionné sur, OK, mais toi, t'es pas une vraie noire. Exactement. Comment on réagit à ça? Est-ce que je suis trop québécoise, entre guillemets, on s'entend, parce que j'avais pas l'accent. On me disait, ben, t'as un accent québécois, t'es allée à l'école privée, tu t'habilles comme une blanche entre guillemets. Je trouvais tellement, c'est ça. Je réagissais un peu de, mais c'est quoi une vraie noire? Puis c'est quoi une vraie québécoise? C'est quoi? Puis ça a été ça mes questionnements, en fait. Puis il n'y en a pas de réponse, en fait. On peut être tout. Puis on choisit d'où on vient, on choisit comment on se présente, puis c'est ça, puis c'est nous. Puis ouais, fait que ça a été ça ma réaction, un peu de, mais c'est quoi, en fait? Ouais. Puis, t'as dit que t'as grandi à Québec. Oui. Comment c'est passé? Comment ça s'est passé, ton jeune âge, ta jeunesse, justement, à Québec, en étant, tu disais, une des seules personnes issues de diversité culturelle ou seule noire, en fait? Diversité culturelle, mais parce que les communautés sont beaucoup à Montréal, en fait. Donc, en grandissant à Québec, je me rappelle, quand j'ai fait mon lancement, il y a une de mes amies qui s'appelle Claudia Chantac, qui est chinoise malgache. Puis, quand elle était au lancement, elle dit c'est drôle, elle aussi, elle fait de la danse, puis par la danse, elle fait des choses en lien avec le racisme. Puis, mais les deux, on réalisait, on n'en avait jamais discuté ensemble. Puis on était des meilleurs amis. Puis après, quand on y repense, ben ça a été... je me suis accrochée à elle, qui était de la diversité culturelle. J'avais une autre amie qui était de la diversité culturelle, puis on dirait que c'était comme notre gang. Puis on était les seuls. Puis après ça, il y en avait pas d'autres dans notre année. Puis on s'est comme toutes réunis, même si on n'était pas des mêmes communautés. Ça a été comme notre rapprochement, mais sans réfléchir. Ça s'est fait naturellement. Puis j'ai jamais eu ces réflexions-là avant d'être plus vieille, de réaliser, ah ben oui, tu sais, c'est ce qu'on a fait. Puis on a eu cette discussion-là au lancement du livre. Fait que ça, c'était drôle. Puis avant d'aller vers le lancement du livre, j'ai une question parce que souvent, on se questionne pas. Puis j'aime ça parce que tu as dit, mais je me suis jamais posé la question avant d'arriver à Montréal, puis que ce soit là que ça ressorte. Mais tu n'as jamais eu de questionnement par rapport aux autres, justement, étant à Québec? T'as pas eu le regard des autres, des questionnements? J'ai eu un peu, mais on dirait dans le déni, de comme, ben, c'est juste une mauvaise connaissance ou ils réalisent pas vraiment, mais ça m'a pas... Je ne réalisais pas que ça m'affectait, je pense, à ce moment-là. Je faisais beaucoup de sport, j'étais quand même très bien inclus, j'avais beaucoup d'amis, ça allait bien, là, vraiment. J'ai pas eu de difficulté à m'introduire puis à avoir une communauté, là, du tout. Mais il y avait certaines choses, c'est par rapport justement à mes cheveux. Pendant un temps, ben, je mettais seulement des tresses. Jamais on me voyait avec mes cheveux. Là, j'ai encore des tresses, là, mais souvent, j'ai mes cheveux naturels. Puis je les mettais pas jamais naturels. Personne ne devait me voir les cheveux naturels pendant tout mon secondaire. Mais tu sais, qu'est-ce qui amenait ça? Est-ce que c'est parce que je voulais justement les cheveux longs comme tout le monde? Puis j'acceptais comme pas mes cheveux courts, mais c'était pas comme ça que je le voyais. C'était juste, ben j'aime ça, puis c'est comme ça, puis c'est juste plus simple. Mais des fois, tu sais, les tresses, ils tombaient. Puis là, il y avait des choses qui arrivaient avec mes amis de qu'est-ce que c'est ça, puis des questionnements. On en riait un peu, mais c'était pas... c'est ça, c'est plus tard que j'ai réalisé que ça me blessait, en fait, ces moments-là. Puis on dirait que je faisais juste comme, ah non, c'est pas ça. Je me rappelle, il y a eu un moment... J'allais rejoindre des amis au restaurant, puis là, j'avais juste pris une soupe parce que je voulais pas... J'avais mangé avec mes parents avant, puis ils étaient comme « Ah, tu sais, qu'est-ce que t'as mangé? » Puis là, j'expliquais. J'ai dit « Ah, c'était du riz avec des fèves rouges, puis il y avait des bananes. » Ils étaient comme « Des bananes pendant le repas? » Puis tu sais, ils me regardaient comme avec un gros point de... Tu veux dire en dessert? J'ai dit « Non, des bananes plantains. » Puis ils connaissaient pas ça. Puis, tu sais, dans ces moments-là, je réalisais un peu de « OK, oui, tu sais, c'est différent comment ça se passe chez moi. » Mais je le voyais pas mal. Je le voyais juste, c'est différent.
Ouais. Ben, effectivement, puis je pense que c'est ça, des fois, qu'on oublie l'aspect que peu importe d'où on vient, ben c'est sûr que ça va être un peu différent comme on vit à la maison qu'à l'extérieur. Tu sais, si tu viens chez moi, je suis sûre que tu vas dire, ben nous, on vit pas du tout comme, comme Firmina, elle vit chez elle avec sa famille. Donc, il y a des différences un peu partout, peu importe d'où on vient. Oui. Sinon, je reviens sur ton livre. Oui. Le racisme et toi, destiné aux jeunes. Pourquoi tu as décidé d'écrire pour les jeunes, de vulgariser discrimination, microagression, racisme systémique, parce que tu te lances quand même en expliquant le racisme systémique avec des vraiment belles analogies, des belles images, le iceberg. J'aime beaucoup. Désolée. Allez lire le livre parce que pour de vrai, l'enfant avec la part de gâteau, j'ai beaucoup aimé cette image-là. Mais pourquoi, toi, avec les cheveux blonds, tu ne peux pas avoir une part de gâteau? Donc, pourquoi tu as décidé de te lancer? Pour mes enfants. Et les enfants de tous les autres, mais on dirait que c'est parti de... il se passait beaucoup de choses au Québec. Tu sais, j'habitais en Australie les 2 dernières années, puis en Australie, il n'y a pas beaucoup de gens de la communauté noire. Donc, je me suis mise à suivre plein de gens à Montréal, comme des journalistes, des intervenants, des acteurs, pour, on dirait, me rapprocher de la communauté noire parce que je ne l'avais pas vraiment en Australie. Puis en suivant toutes ces belles personnes-là, ben j'ai commencé à avoir de plus en plus de microagressions, de comportements racistes qui ressortaient. Puis il y a eu vraiment certains événements qui ont été comme la goutte qui ont fait déborder le vase pour moi. Ça m'a vraiment mis en colère. Puis là, j'ai dit, mais là, les gens, s'il y avait moindrement d'éducation, ce genre de propos-là ne serait pas présent. Puis là, je me suis mis à faire mes recherches, puis j'ai pas trouvé de livre qui vulgarisait simplement. Puis là, ben, j'ai décidé de l'écrire. En communiquant avec la maison d'édition, on discutait, Panthéon. Je pense qu'avec les enfants, ça serait mieux parce que c'est l'avenir. Si on veut que les gens vieillissent, que le futur se passe mieux, ben c'est avec eux qu'on doit commencer. Puis souvent, ben c'est une belle porte d'entrée vers les parents aussi. Hein? Ils vont poser leurs questions. Ah, regarde, j'ai vu ça dans mon livre. Puis toi, qu'est-ce que t'en penses? Puis fait que c'est pour ça un peu pour les enfants. Puis vraiment, je voyais mes enfants grandir. J'ai 3 garçons. Je me disais, ils vont grandir. Ils vont être très grands en plus. Je veux pas qu'ils soient le stéréotype de l'homme noir qui les gens ont peur, de lui qui change de trottoir quand il les voit. J'avais pas envie que mes enfants vivent ça. Donc, je me suis dit, ben c'est ma manière à moi d'essayer de faire quelque chose pour eux, pour qu'ils vivent ce futur différent quand ils vont être plus grands. Wow, pour de vrai, bravo, chapeau, parce qu'effectivement, ben, les enfants sont déjà les citoyens d'aujourd'hui. Puis, si on commence par sensibiliser justement puis éduquer nos enfants, ben ça va permettre que lorsqu'ils vieillissent, on va pas reproduire ce qui se passe. Et ben, on espère que ça va pas se reproduire ce qui se passe en ce moment. C'est quoi la réception des enfants? À date, vraiment bien. Tous les enfants qui l'ont lu, ils ont vraiment aimé ça. Ils aimaient les exemples. Justement, l'exemple du gâteau, il m'est souvent revenu de « Hey, ben c'est pas juste. » Puis c'est vrai que c'est pas juste. Puis ils comprennent super simplement avec cet exemple-là. Mais vraiment, j'ai des amis qui disaient, tu sais, je l'avais acheté. C'est la maman qui l'avait acheté, une de mes amies. Puis elle dit, à un moment donné, je cherchais mon livre, puis je suis arrivée, puis ben, c'était ma fille qui le lisait dans le lit, puis elle était comme, non, laisse-moi le finir avant que tu puisses l'avoir. Puis elle dit, j'ai même pas encore eu le temps de le lire, puis elle le lit, puis après ça, elle l'a amené à son école, on parlait à son enseignant. Vraiment, là, c'est super bien reçu par les enfants, vraiment. Wow! Puis, ce qui est bien aussi avec les enfants, c'est qu'ils nous reprennent. Veut pas, quand ils entendent quelque chose, non, on n'est pas supposé dire ça à maman, on n'est pas supposé dire ça à papa. Donc, c'est vraiment une bonne niche à aller travailler, à vraiment parfaire un peu justement l'éducation sur le racisme, les discriminations, les différences. Tout simplement les différences. Ça serait quoi les premières étapes si je souhaite accompagner mon enfant justement à mieux comprendre toutes les différences qui l'entourent? Mais de l'exposer à des différences. Si on habite dans un petit village où il n'y a pas beaucoup de diversité culturelle, ben, de regarder des films qui viennent de pays différents, de lire des livres, d'écouter de la musique, de faire des repas qui viennent de différents, de montrer à notre enfant qu'il y a d'autres manières de vivre que la nôtre, qu'il existe d'autres personnes avec des cheveux, des teintes de peau, des religions, des langues différentes, des exposés s'ils n'ont pas la chance de vivre à Montréal puis que c'est super déjà multiculturel. Fait que c'est la première étape, puis leur montrer que la représentativité, donc leur montrer qu'il y a des héros qui viennent de partout, qu'il y a des gens qui ont fait des choses, puis on n'en parle pas nécessairement dans nos cours d'histoire au Québec, mais
qui viennent de partout. Donc, de leur montrer qu'on peut... Tu sais, on disait souvent, justement, de montrer les femmes qui peuvent être scientifiques. Ben c'est la même chose de montrer que tout le monde peut faire des bonnes choses. Donc, juste ça c'est la première étape d'en parler, puis d'être ouvert, puis de montrer qu'il y a une diversité dans le monde. Puis que c'est beau, la diversité. Ouais. Comment on approche une personne qui serait réfractaire, justement, aux termes qui sont utilisés? Parce qu'on sait que c'est pas tout le monde qui est d'accord avec les termes qui sont utilisés, vulgarisés dans ton livre. Comment on approche? Comment qu'on aborde ces personnes-là? Par rapport au racisme, oui, au racisme systémique. Est-ce que ça n'existe pas, par exemple, au Québec? De leur montrer des exemples, de leur donner des exemples. J'en donne des super de bons exemples dans le livre, très concrets, très simples, de dire, ça l'arrive, puis... oui, justement, on le voit pas, puis c'est ça qui est difficile, entre autres, avec le racisme systémique, puis que je l'explique un peu, que c'est comme on a tellement vécu toujours de cette manière-là qu'on le voit pas, puis c'est difficile à mettre le doigt exactement sur qu'est-ce qui est raciste systémique dans ça, puis qu'est-ce qui l'est pas, puis de mettre des choses en place. Puis oui, la première chose pour que ça change, c'est d'accepter que ça existe. Donc, d'essayer de convaincre des gens, c'est sûr que c'est toujours un débat, toujours difficile, mais de leur montrer qu'il y a des exemples, il y a la recherche, le monde que ça existe, puis que c'est prouvé que ça existe, c'est de cette manière-là, on dirait que j'irais, ouais. As-tu un exemple? Là, je sais qu'il y en a plein dans le livre, des très bons exemples, mais est-ce que tu veux nous en partager un aujourd'hui? De racisme systémique? De racisme, oui, pour les jeunes que tu nous as écrits dans ton livre. OK. C'est sûr qu'en lien avec le profilage racial, c'est quand même un exemple assez simple. Moi, dans mon entourage, j'ai des gens qui se sont fait arrêter 11 fois par la police de manière aléatoire parce que ces personnes avaient des belles voitures. Puis, justement, il y a la communauté culturelle, puis la policier assumait qu'il y avait plus de chances qu'il ait volé la voiture qu'il possède, donc il allait vérifier. Il se passait rien de mal, il faisait juste vérifier et demander, mais 11 fois. Après ça, j'en parlais à d'autres amis qui ont la peau blanche, puis ils étaient choqués. Moi, ça m'est jamais arrivé, dans tout leur temps de voiture. Donc, ça fait partie du racisme systémique. Sinon, si on passe plus dans les écoles, un jeune racisé a plus de chances de se faire suspendre ou au même comportement inadéquat, il a plus de chances d'avoir une conséquence plus grave. Puis, je le dis dans les écoles, quand je vais donner des ateliers, puis il y a certains professeurs qui sont comme, oui, on le sait, mais il y a d'autres, je suis choquée. Comment on peut avoir ces statistiques-là? On dirait que j'y crois comme pas que c'est comme ça dans mon école. Mais malheureusement, oui. Puis, certains élèves, souvent, je demande, est-ce que vous en avez vécu? Après avoir expliqué les différents termes, donné des exemples, fait vivre des expériences dans les élèves, dans les classes, je leur demande, est-ce que vous en avez vu? Puis il y a plusieurs qui disent, oui, puis quand, mettons, on a des conflits, on est deux jeunes, un de la diversité culturelle et l'autre non. Puis moi, mettons, j'ai eu un code de vie et pas l'autre. Puis on avait fait la même chose. Donc, vraiment, les jeunes même le remarquent. Donc, c'est ça, c'est ces exemples-là qui peuvent venir. Là. Quand même assez troublant. On met souvent sur les biens inconscients que ça arrive, mais parfois c'est très conscient également que l'adulte décide de justement agir autrement avec un enfant issu de la diversité culturelle. Toi qui es dans ce milieu-là, comment tu dirais à un enfant d'agir ou de réagir, en fait? Parce que c'est là que ça devient un peu difficile, parce que quand tu es jeune, puis tu es conscient ou consciente que tu vis de l'injustice, comment l'aborder en face d'un adulte qui est en situation d'autorité aussi sur toi? C'est sûr que c'est toujours important qu'il garde sa sécurité. Donc, s'il ne se sent pas en sécurité avec cet adulte-là, pas nécessairement le confronter, puis d'aller voir ses parents, d'aller voir un autre adulte de confiance à qui il peut en parler de « j'ai vécu ça, j'ai l'impression que j'ai vécu ça, je me sens pas bien dans la situation, qu'est-ce qu'on peut faire? » Puis s'appuyer d'un adulte de confiance. Je pense pour un jeune, c'est super important. On peut réagir aussi sur le coup, pourquoi lui, il n'y a rien? Pourquoi on a fait la même chose? Pourquoi moi, je vois pas de justice là-dedans? D'entendre l'explication de l'adulte. Puis rendre l'adulte, peut-être en questionnant, mais pourquoi? Je n'étais pas tout seul dans tout ça. De prendre conscience, OK, je vais faire mes recherches. Peut-être que l'adulte, justement, c'est inconscient de, OK, c'est vrai, je vais faire mes recherches, je te reviens. Puis si l'adulte est confronté, non, c'est comme ça, d'en parler à un adulte de confiance. Autre, de dire, j'ai vécu ça, je suis pas nécessairement d'accord, je me sens pas bien. Puis de le dire, ouais. Mais merci pour ces astuces-là. Elena, 2 raisons pour lesquelles on devrait acheter ton livre.
2. Un, il est beau. Non, c'est pas... Oui, mais oui, il est beau, effectivement. Je le montre. Il est vraiment joli. Puis, je vais prendre le temps juste de monter l'intérieur, à quel point c'est vraiment, il y a des images, il y a du contexte, des astuces, on en a parlé. Donc, oui, il est effectivement très, très beau. Mais c'est pas la première raison. Vraiment, la première raison, c'est... En fait, ce livre devrait être dans toutes les écoles. Dans toutes les cours de CCQ, il devrait être utilisé pour en parler, pour parler de racisme, pour justement qu'après, on puisse penser à vivre dans un monde qui va être plus égal, plus ouvert, plus respectueux envers tous. Parce que vraiment, il est très concret. Les élèves peuvent vraiment le lire, le comprendre. Les jeunes le lisent eux-mêmes, le comprennent, puis ils vont après ça poser leurs questions et tout. Donc, je pense vraiment que la première raison, c'est qui devrait être utilisé comme outil pédagogique partout, vraiment. Ensuite, ben, justement, ça amène des discussions à la maison. Ça peut être facilement un levier pour parler de racisme. Ça peut être un levier pour le donner à ma tante, mon oncle, grands-parents, qu'on sent qu'ils sont vraiment pas au même niveau que nous. Ben, c'est un bon levier de discussion de, tu sais, j'ai ce livre-là, le laisser sur notre table, le livre, puis en plus, comme je disais, il est beau, donc il fait très bien sur une petite table de café, puis pour laisser les gens feuilleter, regarder, puis se questionner. Ouais. Oh, des très bonnes raisons, effectivement. Je crois beaucoup en ta phrase de laissez-le traîner là, sur la table de café lorsque vous avez des invités de la famille qui passent. Quand ils vont le feuilleter, je pense qu'ils vont reconnaître quelques petites images. Ils vont dire « Oh, j'ai peut-être déjà dit ça ou fait ça. » Donc, merci. J'ai une question pour toi. C'est quoi ton rêve le plus fou avec ce livre-là? C'est une bonne question. Qu'il soit dans toutes les écoles du Québec, de francophonie, en fait. Le rêve le plus fou, là. Le rêve le plus fou. Vraiment, dans toutes les écoles francophones, que ça parle français, dans toutes les écoles, que tous les élèves aient une copie. Ou au moins, tu sais, que chaque professeur ait un sur Biblius ou autre, là, un en électronique, numérique, puis que tout le monde ait accès, puis puisse lire. Ça serait vraiment mon rêve le plus fou. Ah, je te le souhaite. Puis, tu dis, tu sais, ton rêve le plus fou. Puis moi, dans ma tête, je me dis, ça serait juste de base. Ça serait juste de base. Ouais. Donc, je te souhaite que ça se rende vraiment partout, puis que ça soit vraiment dans toutes les écoles, que chaque classe puisse y avoir accès, que des gens puissent venir en parler, que tu puisses faire des tournées dans les classes. Si je peux aller partout dans tous les pays francophones. Appelez-la pour qu'elle puisse venir dans vos classes en parler. Oui. C'est important, justement. En plus, il y a le programme, justement, qu'on disait CCQ qui a commencé depuis 2 ans. Oui. Ça s'y prête super bien. Elena, merci. Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour moi? Bien, merci, de m'avoir invité, accueilli. C'était vraiment une belle discussion. Puis, mot de la fin, je ne m'attendais pas à ça. Juste, prenez le livre, lisez, informez-vous sur le racisme. Mon livre aussi, c'est vrai, j'ai créé 7 activités super concrètes, gratuites à télécharger sur le site de 12h30. Donc, tout parents, professeurs, n'importe qui, vous pouvez aller les utiliser pour les implanter dans vos milieux. C'est gratuit. Puis ça parle de racisme, puis ça l'explique de manière super concrète. Là, c'est des outils clés en main. Donc, allez-y avec ça. Bravo, Elena. Merci.